Bonjour et bienvenue dans cet épisode sur les secrets de l'imperméabilité. Et pour commencer cet épisode, j'aimerais vous partager une petite histoire personnelle. En 1978, un jeune homme de 23 ans débarquait sur une île perdue dans l'océan Indien, les îles Kerguelen. Une île battue par le froid, battue par la pluie, battue par la glace, battue par la neige, battue par le vent. Donc dans sa valise, il avait une chemise en flanelle, un pull en laine et surtout, pour le protéger de toutes ces intempéries, un ciré. Cet homme, c'était mon père, coucou papa, et ce ciré, le voici. Donc c'est un ciré qui a plus de 40 ans. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour se protéger avec des tissus qui soient imperméables, respirants et confortables. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'a toujours pas trouvé la solution ultime pour répondre à une problématique aussi bidon, donc l'eau bidon, aussi bidon que l'eau qui tombe sur un tissu. On ne sait toujours pas faire un tissu parfaitement imperméable, parfaitement respirant, parfaitement durable et qui s'adapte vraiment au degré de transpiration de la personne qui le porte. Bah oui, parce qu'entre un policier qui fait la circulation sous une pluie torrentielle et un randonneur qui monte en plein effort sous cette même pluie, c'est pas les mêmes besoins, alors que c'est la même pluie. Et pour faire cet épisode, on a le plaisir d'être accueilli par SMT Laboratoire, fondé par Antoine qui est là. Antoine, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on fait dans ton laboratoire ? SMT Laboratoire d'essai est une société que j'ai créée en 1995. Nous sommes spécialisés dans le contrôle qualité des matières textiles. Et donc, je te dis à tout à l'heure parce qu'on va faire quelques tests ensemble a priori. Et on va essayer des machines sur lesquelles on va travailler. Parfait, je suis impatient. Alors avant de rentrer dans la partie très technique, on va voir comment les hommes ont fait pour se protéger de la pluie depuis des siècles parce que ça fait depuis toujours qu'il pleut sur Terre. Petite histoire de l'imperméabilité. Avant 1823, qui est la date clé de l'imperméabilité, finalement, les technologies pour se protéger de la pluie étaient très rudimentaires. C'était des peaux de bêtes, des capes en laine, ou au Japon, c'est l'espèce de cape en paille comme un toit de chaumière. Il n'y avait pas grand-chose. On a eu ensuite les tissus huilés. Donc là, c'est l'approche Barbeau. On va mettre de l'huile sur un coton, l'huile repoussant l'eau. Mais bon, ça rend des vestes assez lourdes et pas très confortables et surtout un petit peu grasses. Et donc, j'en reviens à la date de 1823, où l'Écossais Charles Mackintosh trouve le moyen de dissoudre du caoutchouc pour l'appliquer sur un tissu. C'est la naissance du premier ciré, ou plutôt de l'ancêtre du ciré. Alors le ciré, pour se protéger de la pluie, ça marche très bien. Le seul problème, c'est que si ça empêche l'eau de rentrer, ça empêche aussi l'eau de la transpiration de sortir. Mais ça, je vais en parler après, parce que la respirabilité, c'est l'enjeu clé de l'imperméabilité. Et c'est pour ça qu'en 1953, lors de la première ascension de l'Everest, Edmond Hillary ne portait pas un ciré, mais plutôt une veste, donc une Burberry en l'occurrence, en gabardine de coton. Donc la gabardine, c'est un tissu qui est encore utilisé de nos jours, c'est un tissu qui est très serré, qui n'est pas imperméable, mais qui est très résistant et qui est très respirant. Et si le sujet des vêtements chauds t'intéresse, je t'invite à voir mon épisode sur les secrets des vêtements les plus chauds au monde. Par contre, pour le cas de pêcheurs professionnels par exemple, le ciré est un vêtement qui est très adapté, car s'il est peu coûteux, ça résiste très bien à l'abrasion, et ça résiste très bien à l'eau de mer, et ça se rince très facilement. Donc là, ça fait complètement sens de porter un ciré, des bottes en caoutchouc. Et nous, en France, évidemment, c'est la marque Guy Cotten qui est la plus connue, qui a joué un rôle quand même assez important dans la démocratisation du vêtement imperméable. Et après 1823, il aura fallu attendre 1978, 155 ans plus tard, pour avoir une autre innovation majeure dans le monde des tissus imperméables. Et cette innovation, on la doit à un certain monsieur Gore, donc Robert Gore, malheureusement décédé en septembre 2020, puisque c'est lui qui a inventé la fameuse membrane, le Gore-Tex. Donc le Gore, son nom de famille, est Tex pour textile. L'objectif de monsieur Gore, c'est d'inventer un tissu imperméable et respirant. Parce que bon, faire des tissus imperméables, on sait faire, hein. Tu prends une bâche, c'est complètement imperméable, et ça respire pas du tout. Donc il s'est dit comment faire pour résoudre cette équation a priori impossible, où on doit empêcher l'eau de pluie de rentrer, mais on doit laisser l'eau de la transpiration sortir. Donc monsieur Gore, il a fait des recherches sur cette fameuse membrane dont le principe est connu par tous parce que les marques outdoor l'ont beaucoup rabâché. En fait, c'est un film plastique, donc en polyuréthane, où en l'expansant, ça fait des pores. Les pores sont suffisamment petits pour empêcher les gouttes de pluie de rentrer, mais suffisamment grands pour laisser la transpiration sous forme de vapeur d'eau s'échapper. Donc ça, c'est pour la théorie, parce qu'en pratique, on va voir que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors on peut leur reconnaître un truc, c'est que niveau marketing, ils ont fait très très fort, parce que si je te dis veste imperméable, tu penses immédiatement à du Gore-Tex. D'ailleurs, même des marques de luxe comme Prada ont utilisé leur membrane. Et pour aller encore plus dans ce sens, ils font de nombreuses collaborations avec des marques très streetwear, absolument pas des marques de montagne, et les mettent en avant sur leur compte Instagram Gore-Tex Studio. C'est donc la naissance des membranes dites imper-respirantes, ou en anglais WPB pour Waterproof Breathable. Et donc aujourd'hui, toutes les membranes se basent sur ce principe, hein, toujours ce principe du film plastique, avec des pores trop petits pour l'eau de pluie, mais suffisamment grands pour laisser la vapeur d'eau, la transpiration s'échapper. Comment on mesure l'imperméabilité? Donc il y a deux façons de mesurer l'imperméabilité. Tu as le test en millibars et le test en Schmerberg. Donc Schmerberg, c'est appelé Charles Edward Schmerberg.
Donc il a inventé ça au début du XXe siècle, c'est un test qui consiste à appliquer une colonne d'eau sur le tissu. Donc c'est très simple, on prend un tissu, on lui fait appliquer une pression d'eau en dessous, et on voit au bout de quelle pression d'eau des gouttes commencent à perler à la surface du tissu. Donc est-ce qu'il faut une colonne d'eau qui fait 1 mètre, est-ce qu'il en faut une qui fait 10 mètres, et voilà, et ça te donne une unité de mesure pour savoir à quel point le tissu est imperméable. H-Merber, c'est 1 mm d'eau en colonne d'eau. Comment mesurer la respirabilité? Côté respirabilité, on utilise 3 tests pour mesurer à quel point un vêtement est respirant. Donc le premier, c'est le RET pour résistance évaporative transfert. Donc un test qui a été inventé exprès pour Gore-Tex par Gore-Tex. Donc cet indice, ce RET, plus il est faible, plus le vêtement est respirant. Donc en dessous de 6, on va considérer que c'est un vêtement qui est très respirant. De 6 à 12, que c'est un vêtement qui est respirant suffisamment pour une activité physique outdoor. Et au-delà de 20, c'est un vêtement qui ne respire pas du tout. Ensuite, on a le test de MVTR pour taux de transmission de la vapeur d'eau. Donc c'est un test qui est pas mal utilisé par les concurrents de Gore-Tex. Donc c'est la quantité d'eau que le tissu va laisser passer en 24 heures. Donc concrètement, l'eau elle est en grammes et la quantité de tissu c'est 1 mètre carré et le temps c'est 24 heures. Donc plus ce nombre est élevé, plus il y a de grammes d'eau que le tissu va laisser passer, donc plus le tissu est respirant. Donc on sait faire des membranes imper-respi qui vont jusqu'à 30 000, c'est très respirant. Et en dessous de 5000, c'est très peu respirant. Et donc le troisième test, c'est le DPMC pour Dynamic Moisture Permeation Cell. Voilà. Désolé pour mon accent. Qui est souvent utilisé par Polartec, qui est encore plus compliqué et c'est aussi un indice. Alors certaines marques donnent le test de respirabilité utilisé et le score, donc là c'est facile. Mais comparer du DPMC à du RET à du MVTR, c'est vraiment le gros bordel. Et c'est ça qui est très compliqué parce que des fois le fabricant n'indique pas forcément son test de respirabilité. T'en as un qui va dire le MVTR, oui c'est un test normé donc il est indiscutable. Gore-Tex il dit oui mais le RET il prend le confort du sportif, sans trop qu'on sache que c'est vraiment le confort. Et Polartec, qui utilise beaucoup le DPMC, va dire oui, mais c'est celui qui colle le mieux à la réalité du terrain. Donc c'est assez compliqué. Pour moi, ça me donne de grands repères, mais pas plus. Et je t'invite tout particulièrement à te méfier des déclarations du type oui, notre membrane elle est 2 fois plus respirante que les concurrents, parce qu'on ne sait pas de quel concurrent il parle et avec quel test. Donc tu vois, ça ne veut pas dire grand chose en fait. Donc tu vois bien que c'est un équilibre à trouver entre la durabilité, l'imperméabilité et la respirabilité, parce que plus tu as de matière qui est durable et qui est imperméable, et moins elle va être respirante. Donc en fonction de tes usages, t'as pas le même besoin. C'est pour ça que pour une membrane, tu as plusieurs constructions possibles. On parle de nombre de couches. Le nombre de couches. Le problème, c'est que si tu prends une membrane telle qu'elle, il faut la protéger. Donc il faut mettre un tissu extérieur. C'est le tissu que tu vois sur une veste imperméable, qui n'est pas la membrane. La membrane, elle est juste en dessous. Donc quand tu as le tissu extérieur plus la membrane, tu as 2 couches. Mais vu qu'elles sont collées ensemble, visuellement, ça ressemble à un seul tissu. Mais par contre, si de l'extérieur, la membrane est bien protégée par un tissu, à l'intérieur, la membrane elle est très sensible aux graisses du corps et aux sels de la transpiration, donc il faut la protéger. Donc il faut mettre une doublure. Et donc la construction 2 couches est la plus ancienne des vestes outdoor. Mais le problème c'est que vu que tu as le tissu plus une doublure, ça donne une veste plus lourde. Donc après tu as la construction 2 couches et demie, où là on va prendre cet ensemble, donc membrane plus tissu extérieur. Mais pour protéger la membrane et éviter de mettre une doublure, on va mettre une fine pellicule protectrice. Plus légère, mais qui sont aussi du coup plus fragiles. Chez Gore-Tex, c'est par exemple le Paclite. Et ensuite, tu as la construction un peu reine, tu as la construction 3 couches. Donc tu as un tissu extérieur sur lequel on va coller la membrane et sur lequel on va coller un autre tissu pour protéger la membrane. Donc ça donne 3 couches, mais là aussi, visuellement, vu que ça ressemble à un seul tissu, vu que les 3 couches sont collées ensemble. Donc le 3 couches le plus connu, le plus résistant, c'est le Gore-Tex Pro, donc qui est parfait pour résister au frottement de sac à dos, au frottement de corde, ou pour ceux qui font de l'escalade si le rocher frotte contre la veste. Donc c'est parfait pour des vestes résistantes, légères, mais c'est aussi la construction la plus chère. L'importance de la différence d'humidité. Mais alors le truc c'est que pour que l'humidité de ton corps s'évacue, il faut qu'il y ait une différence entre l'humidité extérieure et l'humidité sous ta veste. S'il y a peu de différence entre l'humidité intérieure et l'humidité extérieure, comme au printemps ou en été, la membrane va être beaucoup moins efficace. C'est exactement la même chose que quand tu fais sécher du linge, donc dans une pièce très ventilée, très aérée, voire même dehors sur ton fil à linge, versus faire sécher ce linge dans une petite pièce pas ventilée du tout, donc la salle de bain, où là l'air va devenir très vite humide et du coup le linge va sécher beaucoup moins rapidement et c'est là où tu vas avoir des odeurs un peu bizarres. Donc quand tu comprends ce principe, tu comprends bien que les membranes ont du coup de vraies limites. Les limites des membranes imper-respi. Pour des conditions où l'air extérieur est très humide et si tu as vraiment beaucoup transpiré, tu vas saturer la membrane, malheureusement. Et un autre problème, c'est que quand il fait très froid et que tu as ta membrane et que tu fais un effort physique très important, forcément, de la vapeur d'eau qui va vers un tissu très froid, ça fait de la condensation. Et moi, je dois être particulièrement vigilant parce que moi, quand il fait froid, je transpire très vite d'un coup, même si je mets du déodorant Axe. Donc forcément, ça condense. Et là, quand tu t'arrêtes avec une veste avec beaucoup de condensation à l'intérieur, aïe, là, t'as froid. Et toujours avec ce problème d'humidité extérieure et d'humidité intérieure,
Si le différentiel n'est pas assez élevé, forcément sur plusieurs jours, tu as une membrane qui n'arrive pas à sécher du tout. C'est ce qui a d'ailleurs amené l'armée américaine à repenser leur notion d'imperméabilité, où eux préfèrent un tissu beaucoup plus respirant, qui sèche très vite, et du coup perdre un petit peu en imperméabilité. Et ça, j'en parle déjà longuement dans ma vidéo sur le PCU, le système de vêtements de l'armée américaine. Un autre problème, c'est que si le tissu extérieur se gorge d'eau, ça fait une barrière qui fait que la transpiration ne peut plus s'échapper parce que le tissu extérieur est complètement imbibé. Et là, tu vas me dire, mais Benoît, t'es bien gentil, comment on fait pour qu'un tissu ne se mouille pas sous la pluie? Et là, il y a une réponse, c'est là que les traitements déperlants entrent en jeu. Alors en anglais, sur les sites outdoor, tu as peut-être déjà vu l'acronyme DWR qui veut dire Durable Water Repellent, ça veut dire qu'il y a un traitement déperlant. Et c'est ce qu'on va tester avec Antoine. Là, on s'intéresse à la déperlance, c'est-à-dire l'eau. On cherche à savoir si l'eau va glisser sur le tissu. Ok. Donc cet appareil-là s'appelle un spray test. Et on va lui passer une petite douche à ce textile qui est déjà posé sur son support. Oui. Alors, on l'a légèrement entendu, il est bridé sur son support. Et on va mettre 250 ml d'eau en une seule fois. La douche est normalisée, les trous sont normalisés, la durée de l'écoulement est normalisée et on n'a plus qu'à le faire. C'est parti. Et là on voit bien l'eau qui glisse, sauf au niveau de certains impacts. Voilà, laissez terminer. La norme dit qu'il faut taper une fois comme ça, une fois comme ça. Et ensuite, on compare par rapport à l'image standardisée qu'on trouve ici. Donc je ne sais pas ce que vous voyez vous. Moi je le situe 3 à 3. On voit bien les quelques taches, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Là il y a quand même des zones continues. Je fais un deuxième test sur la même étoffe, mais on l'a lavée, elle a été lavée. Et on va voir que le lavage a eu une influence sur les propriétés des perlants. Voilà, je récupère. Alors on tape une fois en bas. Et là on compare. On n'est pas très loin du... Mais on voit quand même que les traités... Ouais. Mais il n'est pas non plus à 2. Non, clairement. Il y a une petite différence dû au lavage, qui est un peu logique puisque la lessive va venir user un peu l'après des perlants qui peut être une résine, des produits paraffinés. Ouais. Bon, ça dépend de la formulation qui a été adoptée. En gros, c'est un traitement hydrophobe qu'on met sur le tissu qui va empêcher l'eau de pénétrer la fibre et qui va empêcher l'eau d'imbiber le tissu. Mais le problème, c'est que ce traitement, avec le temps, il commence à partir. Donc le premier problème, c'est que d'un point de vue environnemental, on utilise des PFC pour perfluorocarbures, des composés chimiques qui mettent beaucoup de temps à se dégrader dans la nature. C'est le film Darkwater notamment. Alors les PFC, ça sert pas que dans les vêtements. Si tu peux faire une omelette dans une casserole qui n'accroche pas, c'est grâce aux PFC. Sauf qu'on s'est aperçu que ces molécules, elles étaient très résistantes et ne se dégradaient pas du tout dans la nature. Il fallait genre des milliers d'années pour qu'elles se dégradent. Et que, du coup, maintenant, tu as des PFC mais partout. Même dans ton corps, dans le mien, on a tous maintenant des toutes petites quantités de PFC. Il y en a dans l'eau potable et ça, c'est un vrai problème parce que c'est de la pollution à grande échelle. Donc le plus connu, c'était le C8 qui était très efficace mais du coup n'était pas du tout dégradable. Et maintenant, on utilise du C6. C6 qui est sur le point d'être interdit en Union Européenne. D'ailleurs, maintenant, Ventil n'utilise plus de PFC dans ses tissus. Et le problème, c'est que les grandes marques outdoor galèrent vraiment à trouver un remplaçant de PFC qui soit à la fois aussi efficace et qui ne pollue pas. Et toutes les marques sont concernées, Arc'teryx, Patagonia, etc. Et pour ça, je t'invite également à voir la campagne Détox de Greenpeace parce que c'est une campagne contre les PFC. Et alors, je peux te dire que chez Gore-Tex, en ce moment, ils doivent s'arracher les cheveux pour trouver un remplaçant parce que eux ont été les premiers utilisateurs de PFC. Mais pour le moment, ils n'y arrivent pas encore tout à fait. Et d'ailleurs, tu peux suivre leur avancée dans le rapport de développement durable qu'ils publient chaque année. Et si le sujet t'intéresse, je t'invite à lire l'article de la Green Session que je te mets en description, qui est pour moi le meilleur article en français qui explique concrètement tous les enjeux liés au PFC. Donc l'une des alternatives les plus connues face au PFC, tu l'as peut-être déjà vu, c'est le Nikwax. Donc c'est un traitement spécial, sauf qu'il ne comporte pas de PFC. Donc le problème, c'est qu'il y a un secret industriel sur le Nikwax, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a quelques pistes, notamment avec le mot wax, donc il y aura peut-être un peu de cire dedans. Mais c'est tout. Et l'autre problème avec les traitements déperlants, c'est la durabilité du traitement. Tout simplement parce qu'à force de frotter avec ta bretelle de sac à dos, le traitement va partir et tu vois que quand avant tu mettais une goutte sur ton tissu, la goutte rebondissait sur le tissu et ruisselait. Là, quand tu mets une goutte sur ton tissu, le tissu boit l'eau, comme si tu mettais une goutte sur du sopalin, et là tu vois que le tissu n'est plus du tout déperlant. Mais pour le coup, quand tu as une veste ou un vêtement qui n'est plus déperlant, rien n'est perdu parce que c'est un traitement qui peut se restaurer, notamment avec le Nikwax. C'est très simple, tu mets ton vêtement dans ta machine à laver, au lieu de mettre de la lessive, tu mets du Nikwax, tu lances ta machine et voilà. Alors justement, quand sur internet tu vois des marques qui te mettent des images spectaculaires
d'eau qui rebondit sur un tissu, c'est pas dû à la membrane, c'est dû simplement au traitement déperlant qui fait que l'eau rebondit dessus. C'est spectaculaire, c'est joli, mais ça indique plus une efficacité du traitement déperlant que de la membrane. Pour pallier ces problèmes, les fabricants ils ont essayé de trouver des solutions, et l'une d'entre elles c'est le Shake Dry de chez Gore-Tex, où Gore-Tex s'est dit pour éviter d'avoir un tissu extérieur qui va s'imbiber d'eau, autant enlever le tissu extérieur et avoir la membrane à l'air libre, à vif entre guillemets. Le problème c'est que vu que tu n'as plus de tissu extérieur, la membrane n'est plus protégée contre les frottements, et du coup elle est beaucoup plus fragile. Ce qui allait très bien pour des sports où tu ne portes pas de sac à dos comme le running ou le cyclisme. Donc là, tu as des vestes très respirantes et imperméables. Et depuis peu, Gore-Tex, à force d'itération, a réussi à faire du Shake Dry qui soit suffisamment résistant pour être porté avec un sac à dos. Donc les choses vont dans le bon sens. Tu as ensuite le NeoShell. Donc le NeoShell, c'est la membrane de Polartec. C'est en réponse à Gore-Tex. Polartec, c'est le grand fabricant américain de tissus techniques qui fait notamment des petites polaires. Et eux, ils se sont dit, on n'a pas besoin d'avoir des tissus aussi imperméables. Nous, on est prêt à avoir un tissu moins imperméable, mais une membrane beaucoup plus respirante. Donc là, c'est de la chimie ensuite. Eux, ils sont débrouillés pour créer une membrane où au microscope, tu vois que les pores sont beaucoup plus gros, du coup beaucoup plus respirants, mais un petit peu moins imperméables. Ensuite, tu as Loud Dry, donc c'est la réponse de Columbia, c'est une membrane qu'ils ont mis au point, où en fait la membrane, elle est complètement soudée au tissu extérieur, donc forcément, le tissu extérieur ne peut plus s'imbiber d'eau, donc il n'a pas besoin de traitement déperlant. Alors chez Bonne Gueule, on a aussi travaillé de la membrane impair respirante. On a travaillé avec Event, Sympatex et Scholler, avec leur membrane C-Change. Notre objectif, c'est toujours le même, c'est de trouver aussi cet équilibre entre l'imperméabilité, la respirabilité et la durabilité. Et on m'a demandé, mais Benoît, pourquoi, si tu aimes autant les matières techniques, pourquoi est-ce que vous n'avez jamais travaillé avec Gore-Tex? Tout simplement parce qu'ils sont très difficiles à approcher quand tu es une petite marque, le ticket d'entrée est vraiment très élevé. Quand la membrane se sature d'eau. Alors j'ai beaucoup parlé de respirabilité de ces membranes, mais une membrane ça reste quand même un film en plastique autour de ton corps. Ce qui pose problème, c'est qu'il y a un moment, elle va se saturer. Tu auras beau mettre la membrane la plus respirante possible, quand tu fais beaucoup d'efforts, les pores ne suffiront plus à évacuer toute l'eau générée par ta transpiration. Et là, vu que les pores de la membrane ne suffisent plus à évacuer la vapeur de ta transpiration va devenir liquide, et alors là c'est la fin des haricots. C'est fini. Parce qu'une fois que la transpiration devient liquide, la membrane ne peut plus l'évacuer. C'est terminé. Et là, tu as ta veste mouillée, alors qui n'est pas mouillée à cause de la pluie, mais qui est mouillée à cause de la transpiration. Et là, bon courage. Et c'est un cercle vicieux. Moins ta membrane évacue ta transpiration, plus elle va se gorger en eau, et donc plus tu vas être mouillé. Et quand le soir, tu ne peux pas rentrer chez toi et avoir un petit radiateur où tu fais poser ta veste à côté, tu ne peux pas la faire sécher, c'est pour ça que le lendemain, souvent, elle va être encore mouillée. Alors imagine si tu es dans une tente où il pleut toute la nuit, donc où tu as un air très humide. Là, c'est fini, c'est complètement fini. Donc la seule parade que les fabricants ont trouvé, c'est de mettre des zips sous les aisselles, des zips d'aération, tout simplement. Mais ça ouvre aussi un autre problème, parce que je t'ai dit, n'oublie pas que pour que la membrane fonctionne bien, il faut un différentiel d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe si tu ouvres ton aisselle et que tu mets de l'aération? C'est que les deux pressions vont s'équilibrer, et du coup, la membrane va perdre en efficacité. Donc tu vois, il n'y a pas de solution parfaite. Mais au moins, quand tu ouvres tes aisselles, au moins tu n'étouffes plus et tu arrives à respirer un minimum. Là, tu vas dire, mais Benoît, mais du coup, pourquoi mettre une membrane? Si, il y a des cas où une membrane fait complètement sens. Notamment quand tu vas au ski et que le soir, tu es dans ton petit chalet, tu peux faire sécher ta veste, il n'y a aucun problème. Moi, quand j'ai acheté une Norwegian Wren en 2015 et qui m'a protégé de nombreuses fois de la pluie, je ne regrette pas une seule seconde mon achat. Pour un usage urbain où tu n'es pas en train de courir, où tu marches normalement relativement bien et que le soir, tu vas rentrer chez toi, tu ne vas pas passer la nuit dehors, où ta veste peut bien sécher, et là ça fait complètement sens parce que tu as un vêtement qui a un minimum respirant et qui te protège bien de la pluie. Et donc, face aux limites des membranes, on a vu apparaître des solutions un peu plus alternatives, presque un petit peu plus exotiques, pour avoir des tissus peut-être un peu moins imperméables, mais pour le coup qui sont beaucoup plus respirants, qui sèchent plus vite, où tu n'as pas eu tout ce problème de condensation. Et la première d'entre elles, c'est le Ventil. Alors le Ventil, j'en ai déjà pas mal parlé parce que c'est un tissu que j'adore et qu'on a pas mal utilisé chez Bonne Gueule, notamment sur une veste de pluie et sur une collaboration avec la marque Estin. Le principe, il est assez simple à comprendre, c'est un tissu 100% coton, avec un coton qui est très fin, dont le tissage est très dense. Et en fait, quand il va pleuvoir, les fibres d'eau vont se dilater, et en se dilatant, ça va empêcher l'eau de rentrer. Mais étant donné qu'il n'y a pas de membrane et que ça reste un tissu, l'air peut facilement circuler. Donc moi, c'est un tissu que j'ai pas mal testé et effectivement, au bout d'un moment, il faut vraiment que ça pleuve énormément pour que le tissu se mouille à l'intérieur. Par contre, en termes de respirabilité, c'est vraiment fantastique. Alors vu qu'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de risque de délamination, c'est-à-dire que où la membrane se décolle du tissu extérieur, où il n'y a pas de risque de cloque. C'est un tissu qui est plus écologique parce qu'il est entièrement fait en coton. Et surtout, c'est un tissu quand tu bouges qui ne fait pas de bruit. Là, tu vas me dire, mais Benoît, à quoi ça sert d'avoir un tissu qui ne fait pas de bruit?
Eh ben si, pour les photographes animaliers ou les ornithologues. Les ornithologues, c'est ceux qui aiment les oiseaux. Ça vient de l'ornithologie. Ou ces gens-là, effectivement, ils ont besoin d'avoir un tissu très très silencieux parce qu'au moindre bruit, au moindre frémissement, ben, ça peut faire fuir l'oiseau qu'ils sont en train d'observer ou de photographier. Une autre propriété utile du ventile, c'est que vu que c'est du coton, ça craint beaucoup moins le feu qu'un tissu synthétique où quand tu vas avoir une braise qui va tomber dessus, ben, le tissu va fondre. Là, avec le ventile, tu as beaucoup moins ce risque. Là aussi, c'est pas toujours que tu te retrouves devant un feu de camp, mais pour des gens qui aiment bien faire des feux de camp à la montagne ou pour camper, bah là, tu es bien content d'avoir un tissu qui va pas se trouer avec ta braise. Alors, c'est pas parfait, hein, parce que le problème, ce tissu, quand il se gorge d'eau, bah, il devient cartonneux. Un tissu qui se gorge d'eau, c'est aussi un tissu qui va te pomper ta chaleur, donc il peut vite devenir très très froid si tu n'as pas la bonne couche en dessous. Et c'est aussi un tissu bah, qui coûte très cher. Donc niveau prix, c'est un tissu qui est 2 fois plus cher qu'un tissu membrané en fait. Alors cela dit, c'est important d'avoir un ventile qui soit bien déperlant. Et là, bah, tu peux le laver avec du Nikwax, ce dont on a parlé, pour avoir un ventile bien déperlant. Et ça te permet d'avoir une veste qui va durer 10 ans, 20 ans sans problème. Et alors sur le sujet de l'imperméabilité, il y a une deuxième marque qui est vraiment restée longtemps hors de mon radar. Et pourtant, c'est une marque qui a vraiment des fans hardcore. C'est une marque culte au Royaume-Uni, mais malheureusement pas beaucoup ailleurs. Cette marque, c'est Paramo Clothing. D'ailleurs, cette marque a été fondée par le même fondateur que Nikwax. Donc t'imagines, c'est un mec qui est vraiment au taquet sur les questions d'imperméabilité. Il s'appelle... Comment il s'appelle? Ah, Nick Brown. Nick Marron, c'est ça? Donc cette marque, c'est une marque où tu as des fans de montagne qui ne jurent que par elle et ils ont des bonnes raisons de le faire. Et je peux en parler aussi parce qu'une veste de chez Paramo Clothing, j'en ai acheté une. Alors le principe, qu'est-ce que c'est? Il est assez simple à comprendre. À l'extérieur, tu as un tissu qui est très déperlant, mais qui n'est pas imperméable, tu n'as pas de membrane. Et à l'intérieur, tu as une doublure, eux qui appellent ça le pump liner, la doublure qui pompe. En fait, cette doublure, elle va vraiment aspirer ton eau, elle va la rejeter vers l'extérieur. Et vu qu'à l'extérieur, le tissu, comme je l'ai dit, n'a pas de membrane, eh ben, l'eau peut facilement s'évacuer. Alors Nick, lui, il va expliquer qu'il s'est beaucoup inspiré de la fourre des mammifères quand ils se protègent de la pluie. Parce que les mammifères, eux, ils ont de la graisse sur leurs poils, et avec la chaleur de leur corps, quand l'eau tombe, eh ben l'eau est expulsée vers l'extérieur. D'où le côté directionnel, waterproof directional. C'est le slogan de Paramo. Et cette technologie, je peux t'en parler parce que j'ai fait le test. J'ai une veste de chez Paramo Clothing que j'ai portée lors d'une randonnée en raquette où il y avait à la fois de la pluie et de la neige, du vrai cold and wet, comme disent les Américains. Et ça marche, mais du feu de Dieu, ce truc, c'est incroyable. Quand j'ai sorti la veste de l'emballage, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Parce qu'honnêtement, c'est pas le plus beau tissu que j'ai vu, c'est un rendu assez cheap, le design est assez old school. Et franchement, ça marche trop bien. À la fin de la randonnée, j'avais peut-être un petit peu d'humidité au niveau des aisselles, mais c'était largement supportable. Quand bien même elle sera encore un peu humide et que tu la reporterais, bah en fait la chaleur de ton corps va à nouveau la refaire sécher très vite et tu vas être au sec très rapidement. Donc c'est vraiment une technologie qui gère très très bien ta transpiration sous forme de vapeur, mais vraiment sous forme liquide, c'est ça le plus impressionnant. Et en plus, si tu portes cette veste avec un base layer qui évacue vraiment l'eau, t'es vraiment trop bien. Par contre, j'avais un copain lui qui avait une veste en Gore-Tex pour cette balade en raquette. Et lui, par contre, ça a condensé de ouf à l'intérieur de sa veste, il était complètement trempé. Et moi, pas du tout. Alors le problème, c'est que comme pour une veste en Gore-Tex, ça coûte quand même assez cher. Moi, la mienne, elle a coûté 400 €. Alors étant donné qu'il n'y a pas de membrane, il n'y a pas de risque de délamination. Et si ta veste jamais a un trou, a une aiguille qui le perce, ça change rien, elle reste toujours autant efficace, donc c'est un produit qui est très très durable. Et en plus de ça, Paramo a mis en place tout un circuit pour recycler complètement ta veste usée, si jamais tu as besoin. Donc c'est vraiment une boîte avec de très très belles valeurs. En termes de performance, Paramo affirme que ça résiste pendant 4 heures à une pluie de 3 cm par heure, donc qui est quand même une bonne pluie. Et honnêtement, si tu es passionné d'outdoor et que tu aimes l'événement outdoor, franchement, donne une chance à Paramo Clothing, tu risques d'être vraiment très surpris. Donc le problème, c'est que je l'ai dit, c'est que c'est assez cher, et vu que c'est une technologie qui fonctionne avec 2 couches de tissu, c'est mine de rien assez chaud, donc c'est vraiment réservé à des températures assez fraîches. Mais vraiment, n'hésite pas à explorer leur gamme de produits parce qu'ils ont plein de choses, c'est hyper bien pensé, hyper bien foutu. Mais bon, ce problème de design, bon, elle est très bien coupée, très bien pensée, mais vraiment les couleurs et tout, ça fait vraiment old school, hein. Il faut aimer. Mais moi en tout cas, j'aime, et j'espère qu'un jour je pourrai aller au Kerguelen, et je pense honnêtement que je prendrai une Paramo Clothing pour y aller, et surtout pas une membrane. Et si jamais tu veux le meilleur des demandes, sache que Iltrek, qui est une marque écossaise qui travaille beaucoup le ventile, a fait une veste ventile où l'intérieur est doublé avec la doublure de chez Paramo. Ils appellent ça le coton analogie. Donc là, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as le tissu extérieur qui est en ventile, qui est vraiment cool, tu vois, qui fait pas de bruit en coton, etc. Et à l'intérieur, tu as la doublure de chez Paramo qui va t'aspirer ta transpiration et la rejeter. Il faut bien comprendre un truc aussi, c'est que ce sont des vestes qui sont quand même assez lourdes, hein. Souvent, elles font plus d'1 kilo. Ce sont vraiment des vestes destinées à être portées tout au long de la journée. C'est pas la veste que tu mets dans ton sac à dos au cas où, quoi.
C'est pas la veste que tu vas prendre pour une randonnée ensoleillée et à mettre parce qu'il y a un petit peu de vent 15 minutes. C'est pas fait du tout pour ça. Par contre, si tu sais qu'il va pleuvoir toute la journée, là par contre, ces vestes seront tes meilleurs alliés. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à choisir ton vêtement de pluie plus sereinement. Si ça t'a plu, mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu mets en vêtement de pluie, moi je serais ravi de savoir. Mets un pouce bleu aussi, inscris-toi à notre newsletter et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Moi je te dis à bientôt, salut! C'est le fameux ciré de mon père qu'il avait pour les carrières, donc un vêtement qui a plus de 40 ans, et on va voir s'il est toujours imperméable. Et on lance. Alors il a... Bah écoute, hein, cet imperméable de 40 ans, il tient le coup. Hein. Je suis surpris, hein. Il est plus solide que l'imperméable de grande distribution qu'on a acheté ce matin. Bon, on va atteindre 1 mètre. Ce truc est imperméable, point. Alors, il était imperméable, on l'a testé. L'appareil s'est arrêté à 1 mètre d'eau, ce qui est déjà imperméable hein, pour un vêtement aussi ancien.